Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, À vous la parole. iWeb. Alors que la République démocratique du Congo est mise à feu et à sang par le rebelle du M23 dans l'est du pays, à Kinshasa, le politicien décide de se battre la marche de l'opposition réprimée par la police suite au non-respect de l'itinéraire donné par le gouverneur de la ville. Deux députés poursuivis par la justice suite à leurs propos de citation à la haine. Moïse Katumbi empêché de se rendre au Congo central pour une série d'activités de son parti Ensemble pour la République. On s'interroge du comportement de l'opposition et de la majorité à quelques mois de la présidentielle qui s'annonce tumultueuse. Pour en faire le point, on reçoit dans ce nouveau numéro de Top 15 l'honorable Jean-Jacques Mamba qui je dis bonjour. Bonjour. Honorable Jean-Jacques Mamba, vous êtes un élu, on reconnaît votre perspicacité et votre engagement pour une société juste, un état de droit. Est-ce que la marche réprimée par la police le samedi 20 mai dernier, d'abord, d'entrée de jeu, votre réaction rapide? En tout cas, il y a eu des abus. Il y a eu une force déployée qui était disproportionnée. On a même vu des dérapages. On a agressé un enfant, on l'a malmené, on l'a traîné. C'est des images horribles à voir. Au même titre aussi qu'on a vu dans la rue des jeunes armés de machettes et une opposition, en tout cas des jeunes qui agressaient la police. On va dire comme ça, qu'il y avait quand même une partie des jeunes qui jetaient des pierres à la police. Vous savez, maintenir l'ordre n'est pas une chose facile. Il faut qu'on ait une police qui est professionnelle et c'est un engagement en tant que Congolais, en tant que gouvernement, en tant que majorité. C'est un chantier. Il faut le dire qu'aujourd'hui, de par le recrutement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on recrute nos policiers, la formation qu'ils reçoivent, l'encadrement qu'ils reçoivent, les monitorings et le suivi, aujourd'hui, ça pose quand même des problèmes parce qu'il y a beaucoup aussi de délinquance au niveau de la police. Donc, c'est à déplorer qu'il y a eu beaucoup de blessés, que des mineurs ont été malmenés par la police, que les concitoyens se mettent à jeter des pierres sur la police. Ce sont vraiment des situations déplorables. Donc, de part et d'autre, nous regrettons certains comportements extrémistes, mais une chose est certaine, c'est que nous sommes dans un régime d'autorisation et que, en tant qu'opposition, lorsque on veut manifester, cela doit se faire aussi sans le trouble à l'ordre public et dans le respect strict des choses convenues avec l'autorité. Donc malheureusement, il y a eu, apparemment, c'est ce que j'ai pu comprendre, que l'itinéraire n'aurait pas été respecté. Je parle au conditionnel parce que je ne connais pas cet itinéraire, mais cela ne justifiera aucunement les violences qui ont été observées de la part des policiers et surtout le cas de ce mineur qui a été agressé, autant des autres personnes aussi, policiers qui ont été blessés par les manifestants. Il me semble que vous condamnez l'utilisation de jeunes, ou donc des enfants, par les acteurs politiques, c'est-à-dire les organisateurs de cette marche du 20 mai dernier. Est-ce que nous n'allons pas nous appesantir sur cela? D'abord, il est important de savoir si le gouverneur de la ville, en accordant, en laissant l'opposition à marcher, a piégé l'opposition politique. Bon, je ne vais pas parler de piège, mais il est certain que la politique, c'est une affaire des majeurs. Et donc, il est tout à fait anormal que lorsqu'il y a des activités politiques, que ce soit du côté de la majorité et encore moins du côté de l'opposition, que des jeunes mineurs soient utilisés ou qu'ils soient engagés. C'est notre responsabilité de leur demander de rester à la maison parce que cela ne relève pas, l'activité politique ne relève pas des mineurs. Non seulement ils ne votent pas, mais ils ne participent pas à la vie politique, en cas du moins de manière passive. Et ce qu'on a vu, c'est des jeunes aussi qui sont désœuvrés, comme fait le phénomène Koulouna, on en a vu avec des machettes. Et donc finalement, on risque de basculer facilement vers une guerre civile ou quelque chose de semblable si nous n'encadrons pas notre jeunesse. Je crois que les questions politiques sont traitées par les adultes. Il appartient à la majorité présidentielle ou à l'opposition d'en tenir compte parce que c'est très important. Les droits de ces mineurs doivent être garantis et lorsqu'ils sont impliqués dans des marches, les policiers ne peuvent aucunement, alors je le répète, aucunement les traiter comme des adultes. Est-ce que nous pouvons s'accorder à dire que les responsabilités sont partagées? Je crois que nous sommes dans un exercice démocratique qui a failli. D'une part, il y a une force disproportionnée de la police qui a vraiment
menacé, tapé, même pris des députés, arrêté ou si vous voulez interpeller des députés. Et d'autre part, nous avons une opposition qui avait convenu d'un itinéraire qui ne l'a pas respecté, mais qui n'a pas non plus réussi à encadrer les personnes qui participaient à la marche, de sorte que la plupart d'entre elles, ou quelques-unes d'entre elles, se sont mis à agresser les policiers en jetant des pierres et ainsi de suite. Donc je pense que ce soit la marche organisée par l'Union Sacrée ou celle organisée par l'opposition, nous avons tous en tant que politiques la responsabilité de ne pas impliquer les mineurs dans les marches que nous organisons, mais aussi de respecter la Constitution en ce qui concerne le régime d'autorisation. Ça veut dire que nous sommes dans une démocratie, chacun peut exprimer de manière organisée ses opinions, et donc cet aspect-là doit être vraiment sacré. Ça veut dire qu'aujourd'hui on ne devrait pas interdire aucunement à des politiciens d'exprimer leur point de vue au travers d'une marche. Donc cela doit être encadré. La police est là pour protéger et pour encadrer. Et d'autre part, il ne faudrait pas non plus que ceux qui sollicitent ou qui informent, parce que nous sommes dans un régime d'information, qui informent l'autorité urbaine de l'organisation d'une marche, qu'elle ne prenne pas les mesures nécessaires pour que cette marche ne trouble pas l'ordre public. Donc les responsabilités restent partagées. D'après Délice Sanga, le président national d'Envol, il y a eu 3 tentatives de viol, plusieurs interpellations et blessés, 0 mort. Ça sous-entend que nous sommes quand même sur une certaine bonne lancée avec les forces de l'ordre. Non, les forces de l'ordre, il faut un recyclage. J'ai vu moi-même des forces de l'ordre qui ont ravi, qui sont allés dans un restaurant, ravi toutes les recettes de ce restaurant-là, tout ce qu'il y avait comme à manger. J'ai vu aussi qu'ils étaient en train de fouiller et prendre de l'argent dans les poches des gens. Nous connaissons notre police, elle est très mal formée, elle est très mal encadrée. Donc cela, c'est des choses que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Après, comme je vous l'ai dit, il appartient aussi à l'opposition d'encadrer et de discipliner les manifestants. Parce qu'en face d'une police qui est mal formée, en face d'une police qui n'est pas aguerrie, qui n'est pas encadrée, on n'est pas à l'abri des abus, et ce qu'on a observé est tout à fait regrettable. D'après Matata Ponyo, l'ancien ministre sous Joseph Kabila, Tshisekedi est pire que Kabila. Votre réaction? Écoutez, il a donné un avis, moi je ne vais pas commenter son avis. Je crois qu'il a eu l'opportunité de travailler avec Kabila, le président Kabila, et aujourd'hui il a l'opportunité de pratiquer le président Tshisekedi en tant qu'opposant, libre à lui de faire les comparaisons qu'il veut, mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, nous avons moins de cas de tuerie, parce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait des marches, il y avait beaucoup de morts. Ici à côté de chez moi, à Saint-Sacrement, j'ai vu des policiers entrer dans une église, profaner l'église, déshabiller les curés en les tapant. N'ont même pas respecté le temple de l'église. Vous mettez ça à l'actif du pouvoir. Et donc, non, je parle de l'époque du président Kabila, ce que nous avons observé. Donc, moi, je considère que nous avons un chantier. Ce chantier-là, même après le président Tshisekedi, doit être continué, de construire une police qui est disciplinée et qui respecte la déontologie, qui respecte les normes en ce qui concerne le maintien de l'ordre. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Donc, si lui fait ces comparaisons-là, je ne les commente pas, mais ce que moi je peux observer, c'est que ces faits ne datent pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas la police de M. Tshisekedi, ce n'est non plus la police de M. Kabila, c'est la police nationale pour laquelle le ministre de l'Intérieur actuel, les anciens et les futurs, devra fournir davantage d'efforts pour assainir, encadrer, former et mettre à jour, si vous voulez, les connaissances et les pratiques de cette police. De tout ce qui s'est passé en date du 20 mai, quelles leçons nous pouvons tirer? Mais que le chemin vers la démocratie, c'est un chemin qui est rocailleux, que nous avons beaucoup d'efforts de part et d'autre à fournir, que nous devons bien orienter notre message et nous devons éviter de faire l'amalgame entre une revendication pacifique et une revendication qui a pour objet de lancer des colibés, d'insulter, de casser, et ainsi de suite. Donc je ne suis pas en train d'accuser l'opposition, mais je dis, de part et d'autre, le gouvernement a la responsabilité d'encadrer les marches, de respecter la Constitution en ce qui concerne le régime informationnel des manifestations, de ne pas court-circuiter. Par exemple, le gouverneur a autorisé 3 marches le même jour. Cela laisse supposer qu'il... pour certaines marches, il dit qu'il n'a pas assez de force de l'ordre pour les encadrer, mais comment pouvait-il, alors que ce sont des protagonistes, autoriser 3 marches le même jour? Donc je pense que ce n'était pas sage de sa part. L'opposition a de l'espace, elle doit s'exprimer parce que nous sommes dans une démocratie, et il serait quand même anormal de considérer qu'elle ne devrait pas ou qu'elle n'aurait pas
les moyens de s'exprimer par la contrainte publique. Juste après la marche du 20 mai dernier, deux députés de l'opposition sont passés sur les antennes du chaîne locale et au cours d'une émission débat, ils ont tenu des propos d'incitation à la haine et poursuivis d'ores et déjà par la police congolaise justement. On a l'impression que l'opposition est traquée et on veut réduire au silence l'opposition. Pourquoi c'est mal l'opposition? Parce que de tels propos, nous les avons vus être tenus par les hommes du pouvoir. Bon, écoutez, nous avons deux députés nationaux. D'abord, non, un député national et un député provincial. Le député national, c'est Daniel Safou. Le député provincial, c'est Mike Mukebai. J'ai suivi les propos qu'ils ont tenus en télévision et je peux imaginer que n'importe quel ministère public, procureur ou magistrat, pourrait les poursuivre pour incitation à la haine, comme on l'a suivi avec le cas de Mukebai. Mais il y a deux approches qui s'affrontent. La première, ce sont des approches jurisprudentielles. La première, c'est de dire, est-ce que dans l'exercice de ses fonctions, le député est poursuivable dans l'exercice de ses fonctions? En quoi consiste l'immunité? Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, si je tiens des propos en accusant un ministre alors que ces propos ne sont pas vrais, est-ce que je peux être poursuivi pour diffamation? Ça, c'est une grosse question fondamentale, c'est une question qui est philosophique. Et la deuxième approche qui s'affronte à la première, c'est celle de dire, est-ce que c'est parce qu'on est député qu'on peut dire tout et n'importe quoi? Et donc, mon avis est que il faut qu'on ait le juste milieu, parce qu'être député, c'est aussi être responsable. Il faut avoir la mesure dans ses propos. Je ne pense pas que les députés aient permis de tout dire. Ah, c'est un conseil que vous donnez à vos collègues députés. Mais je l'ai dit à Mike Mukebai que j'ai visité en prison. Il sait. Et je vais encore le visiter si ça arrive, et je souhaite qu'il soit libéré en tout cas. S'il arrive qu'il soit incarcéré, j'irai le visiter, parce que je le lui ai dit déjà plus d'une fois. Un député peut tout dire, mais tout dépend de la manière. D'accord? Après, l'autorité publique doit respecter les immunités des députés, notamment en ce compris la manière d'interpeller. Un député doit être interpellé dignement. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai suivi que le député Mike Mukebai aurait été encagoulé, il aurait été pris par des militaires. C'est des actes certainement que vous condamnez. Je condamne, j'ai été victime de cela. On m'a braqué ici à la maison. Voilà, je suis sorti en culotte comme si j'étais un criminel pour des faits bénins. Je parle des faits que je n'avais même pas commis. Donc ça reste encore dans le cas des abus de la police judiciaire. Donc ces deux thèses s'affrontent. La première, c'est de savoir comment est-ce qu'on gère les immunités des députés et à côté, comment est-ce que les députés eux-mêmes doivent s'organiser dans leurs prestations pour ne pas enfreindre la loi. Et c'est le législateur qui apprécie, mais aussi les cours et tribunaux, parce qu'il y a l'indépendance du pouvoir. Dans le cas actuel, je ne sais pas me prononcer, parce que j'ai vu qu'il y a surséance, donc il y a une requête en inconstitutionnalité qui a été déposée par la partie défenderesse, la partie de l'honorable Mukebai. Pour mon collègue Safou, il me semble qu'il est introuvable. On suivra le procès, mais dans tous les cas de figure, le pays est assez tendu et il y a des propos qu'il faut éviter, parce que ces propos peuvent nous conduire facilement, avec beaucoup de dextérité, vers une guerre civile. Et je considère que les propos tenus par mon collègue Safou comme par mon collègue Mukebai étaient on ne peut plus excessifs. Cela ne devrait pas forcément entraîner qu'ils soient arrêtés ou condamnés pour ces propos, qu'ils aillent en prison, mais ils doivent en porter la responsabilité parce que ce sont quand même des propos gravissimes. Mais lorsqu'on regarde la célérité avec laquelle le député provincial Mike Mukebai a été convoqué ou encore arrêté, on s'est dit que c'est seulement l'opposition. Pourquoi c'est quand il s'agit des opposants qu'il faut agir pour plus vite possible? C'est cela que nous devons condamner à l'unisson si nous en avons les preuves. Ça veut dire que lorsque une personne de la majorité de l'Union sacrée s'exprime sur ce genre de propos et que les magistrats ne le saisissent pas, qu'il soit député ou pas, et que les magistrats ne s'en saisissent pas pour des cas de flagrance, il faut le dénoncer. Nous devons construire une justice qui est impartiale. La loi est au-dessus de tous. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est faux. Effectivement, j'ai suivi quelques propos qui sont tout à fait distordus de certains membres de la majorité présidentielle ou de l'Union sacrée qui n'ont pas été réprimandés. Après, il faut aussi savoir que le procureur a la latitude de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Ça veut dire qu'il a le choix de choisir, entre guillemets, ses proies. D'accord? C'est comme par exemple dans le cas, vous voyez, avec le président Jean-Pierre Bemba, il y avait beaucoup de belligérants, il y avait beaucoup d'acteurs, mais le procureur a choisi le président Jean-Pierre Bemba parce qu'il en a la latitude. Maintenant,
Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas avoir des politiques de deux poids, deux mesures. Et vous m'entendrez ici, si quelqu'un de la majorité tenait les mêmes propos que l'honorable Moukébaï ou les mêmes propos que l'honorable Safou, je vous dirais la même chose, que ce sont des propos condamnables et ils doivent en porter la responsabilité, parce qu'aussi être député honorable, c'est aussi avoir des propos dignes de la fonction. Parfois, on a l'impression que lorsqu'on est dans l'opposition, qu'il faut se comporter peut-être comme un adversaire ou comme un opposant, c'est-à-dire une sorte de haine viscérale contre les hommes ou encore le président ou encore le pouvoir en place. L'opposition rime avec quoi? Vous avez été longtemps dans l'opposition. Aujourd'hui, c'est une de vos J'ai fait l'opposition j'ai fait l'opposition pendant plusieurs années. Je n'ai jamais eu de problème avec la justice. L'opposition, elle est aussi constructive. C'est le fait de dire que vous n'êtes pas d'accord avec les politiques publiques ou avec les choix des dirigeants et que vous avez d'autres propositions. Vous contestez les choix des dirigeants, vous démontrez qu'ils sont dans la faiblesse, qu'ils ne sont pas performants, et vous donnez des propositions pour améliorer la situation, ou vous dites ce que vous feriez à leur place. En réalité, le jeu d'opposition, c'est celui-là. Mais lorsqu'on quitte ce cadre-là pour aller dans des invectives, dans des insultes sur la vie privée, à l'atteinte même des personnalités, dans leur amour propre, alors à partir de ce moment-là, il y a des abus, donc c'est un abus, et il faut s'attendre à des conséquences, surtout lorsqu'on n'est pas dans un État parfaitement démocratique. Dans un État parfaitement démocratique, la personne se plaindrait, peut-être que vous payerez une amende. Pour diffamation, vous paierez une amende, vous iriez peut-être en prison. Mais dans des États comme les nôtres, les dépositaires de l'autorité publique ont une certaine influence ou peuvent avoir une certaine influence sur l'appareil judiciaire, on vous fait arrêter à cause de vos propos. Donc je pense qu'il y a de la mesure. Je crois que la politique, la rhétorique, c'est aussi en politique le sens de la mesure. Et vous pouvez dire la même réalité avec des termes tout à fait différents. Vous n'avez pas besoin d'insulter. Parce que je crois qu'ici, il y a plusieurs années, lorsque le phénomène opposition est arrivé, parce que c'est un phénomène qui est arrivé dans les années 90, il n'y avait pas d'opposition dans ce pays, avec Mobutu, il n'y avait pas d'opposants, c'est venu avec Feu Etienne Tshisekedi, les gens avaient assimilé l'opposition aux insultes. Il suffisait d'avoir le courage de passer à la télévision, de dire que Mobutu c'est un voleur, c'est un dictateur, c'est un criminel, pour que les gens, de par le courage... C'est le modèle dont on s'est inspiré. Vous dites, vous qualifiez, vous traitez d'héros, vous considérez comme un héros parce que vous avez bravé la peur et vous avez insulté. Et donc, on avait cette définition liminaire ou cette appréhension liminaire du rôle de l'opposant. C'est juste le contestataire, celui qui peut insulter facilement, celui qui n'a pas peur. Donc, c'était la qualité la plus recherchée. Dans les premiers opposants, c'était le courage, parce que ce n'était pas facile de défier Mobutu. Mais aujourd'hui, le courage ne suffit plus en tant qu'opposant. Le courage de la critique ne suffit plus. Il faut aussi avoir la force de persuasion, la force de conviction, la force des propositions. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne l'ont pas. Et donc, on verse comme ça, lorsque vous voyez les débats à la télévision, vous allez voir des gens qui ne versent que dans des comparaisons. Ils vont vous dire, oui, vous savez, à notre époque, le foufou coûtait autant, maintenant ça coûte autant. Vous voyez, au fait, ça, ce ne sont pas des débats. Parce que les situations peuvent changer. Et des fois, nous ne sommes pas les maîtres des situations. Lorsqu'il y a des conjonctures mondiales, il y a des faits exogènes, il y a des faits écologiques. Par exemple, en ce qui concerne les maïs, si la récolte n'est pas bonne, ce n'est pas simplement le fait des dirigeants. Donc, la politique, ce n'est pas simplement de critiquer pour dire avant c'était comme ça, c'est devenu comme si. La politique, et notamment l'opposition, c'est aussi de démontrer l'inefficacité des dirigeants en corrigeant et en faisant des propositions. Et cette partie-là de propositions, c'est celle qui nous manque pour construire une vraie opposition. Nous avons plutôt une opposition qui est revancharde, qui est plutôt dans au toit de là que je m'y mette. Et la plupart d'opposants qui sont venus dans l'Union sacrée aujourd'hui, ou l'inverse, ceux qui étaient dans l'Union sacrée qui sont devenus des opposants, on a vu ça depuis l'époque du FCC et tout ça, la plupart d'entre elles n'ont pas de proposition. Et on le sent vite, parce que lorsqu'elles arrivent au pouvoir, elles font pire que ce qu'elles critiquent. Au regard de ces tableaux ainsi peints, il y a lieu de redéfinir les narratifs de l'opposition en République démocratique du Congo. Il faut le faire évoluer. Aujourd'hui, comme je le dis, moi j'ai fait l'opposition en tant d'années, je n'ai jamais... Kabila il y avait beaucoup d'abus aussi à l'époque du président Kabila. Et je me rappelle une émission que j'avais faite à la RTNC où j'avais même dit que le président a une amnésie, il souffre d'une amnésie sélective. Je l'ai fait sur la RTNC et puis il y a les gardes républicains qui sont là, mais je suis sorti, il était 21h, je suis rentré chez moi, je n'ai pas reçu de convocation de l'ANER, je n'ai rien reçu. Mais je veux dire qu'il y a une certaine manière de faire les choses, il y a une certaine manière de s'exprimer. Et ça va de votre personnalité, de votre responsabilité. Insulter, lancer des colibés,
parler de la vie privée, ne pas créer une cloison étanche entre le domaine privé et le domaine public lorsqu'on veut parler des faits politiques. Au lieu de s'attaquer aux faits, on veut s'attaquer aux personnes. Je crois que, ça fait de vous une vedette parce que tout le monde l'aime bien pour rire et pour commenter, mais ça ne fait pas avancer la République, aucunement. Justement, il faut faire évoluer les débats. On va parler aussi du cas Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, empêché de se rendre au Congo central où une série d'activités l'attendaient pour le compte de son parti politique Ensemble pour la République. Monsieur Jean-Jacques Mamba, est-ce que nous pouvons dire que l'état des droits est en péril à RDC? Je crois que c'est une faute. C'est une mesure qui n'était pas nécessaire. Tous les Congolais peuvent circuler librement à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas compris l'attitude du gouverneur. J'ai ouï dire qu'il a été rappelé à Kinshasa, donc je pense que le ministre de l'Intérieur l'a interpellé par rapport à cela. Il n'a pas été d'accord. C'est quelque chose de gravissime que je n'encouragerai aucunement. Je suis de l'Union sacrée, mais ce genre de pratiques, je ne peux pas les encourager parce que demain, ça pourra être un Kassaïen, par exemple, que je suis, qui est empêché d'aller au Katanga, ou un Mukongo qui est empêché d'aller au Bandundu, et ainsi de suite. Donc, lorsque on devrait, à l'intérieur d'un même pays, commencer à restreindre les libertés de circulation, ça peut déboucher ou épiloguer sur des situations beaucoup plus graves et une dislocation, voire une balkanisation du pays. Donc, je crois qu'il faut beaucoup de tact. Il y a beaucoup de personnes qui ont du zèle, et je vais mettre ces mesures restrictives du gouverneur dans le cadre d'un zèle qui ne se justifiait pas parce que les droits constitutionnels minimums doivent être garantis pour tous les concitoyens. Et Moïse Katumbi a le droit de circuler à l'intérieur du pays comme il l'entend. Pourquoi tant de manœuvres pour réduire Moïse Katumbi au silence? Est-ce dire qu'il fait peur à votre union sacrée? Je ne pense pas. Il est un candidat qui peut avoir ses chances, il peut avoir ses atouts. Personnellement, en tant que candidat, je ne pense pas qu'il fasse peur. En tout cas, moi, il ne nous fait pas peur. Nous avons un bilan à défendre. Hein. C'est pas ça la question. Mais je ne veux pas qu'on le rende plus populaire que nécessaire en posant des actes. On voit son nombre partout. Oui, mais écoutez, généralement, ça crée un effet inverse. Vous savez, le président Tshisekedi, le feu Tshisekedi est devenu populaire. Pourquoi ? Mais c'est à cause de toutes les restrictions qui étaient autour de lui, les arrestations dont il a fait l'objet. Il est devenu l'icône d'opposition à cause des brimades, à cause des privations, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut avoir du tact. Le président Moïse Katumbi n'est pas le seul candidat, je crois qu'il y en aura plusieurs. S'il sera candidat, il s'exprimera, il présentera son bilan à la tête de la province du Katanga, ainsi que ses prétentions en tant que candidat à la présidentielle. Les Congolais qui voudront le voter le feront, ceux qui ne voudront pas le feront pas. Mais je crois que nous devons aller vers des élections apaisées. Et une possibilité d'avoir des élections apaisées, c'est effectivement de faire en sorte que les règles minimales et la Constitution, en ce qui concerne les libertés, soient respectées. À 7 mois des élections prévues en décembre dernier, la tension monte d'un cran. Et pendant ces temps, l'Est du pays a fait et assaut par le rebelle du M23. Est-ce qu'on a-t-on conscience de la situation générale du pays? Vous savez, la guerre, ça fait plus de 20 ans que nous sommes en guerre. Et ça fait plus de 20 ans que nous essayons de respecter notre cycle électoral. Parce que nous devons avoir des élections et le pouvoir doit être légitime. C'est vrai qu'il y a une contrainte, c'est que les rebelles, il y a quelques poches de rebelles qui occupent quelques territoires, Rutshuru notamment, les Walika, les consorts, et qu'il n'y a pas eu possibilité de faire un enrôlement. Je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale, lorsque la loi de la répartition de sièges va arriver, les discussions pour avoir des aménagements nécessaires seront faites et nous allons avoir cette loi. Maintenant, lorsque vous me parlez de conscience, je ne pense pas que le pays devrait s'arrêter parce qu'il y a la guerre. Vous savez, en 20 ans, il y a eu quand même des progrès. Je vais d'abord prendre les derniers progrès, les 4-5 dernières années. Nonobstant la guerre, et comme c'était le cas en Angola, nous avons quand même augmenté notre budget malgré la guerre. Donc je ne pense pas que le pays devrait s'arrêter parce qu'il y a la guerre. Mais je suis aussi sûr, avec le président Jean-Pierre Memba, ministre de la Défense, que voilà, il y a une lueur d'espoir sur la fin de la guerre, une lueur d'espoir sur la montée en puissance des FARDC et la sécurisation de l'ensemble du pays. Bravo Jean-Jacques Mamba, ce sera la dernière question que nous allons vous poser. Est-ce qu'on va vers un processus électoral
émaillé, ensanglanté et émaillé d'imprévisibles violences. Je ne vais pas de manière prémonitoire vous le confirmer, mais je peux vous assurer de la volonté de tous et chacun, en tout cas en ce qui concerne l'Union sacrée, d'avoir un processus qui soit apaisé. Et je pense qu'il faudra que nous nous mettions autour d'une table pour discuter avant d'aller à ce sont des hostilités quand même, à cette compétition, parce qu'il ne faudrait pas que le processus épilogue sur des contestations ou un désordre, parce que ça va encore nous enfoncer davantage. Donc ça devrait être le vœu et l'engagement de tous les concitoyens, opposition, majorité, société civile, nous devons tous prendre l'engagement de s'assurer et de s'engager, je voulais dire, pour que les élections soient le plus apaisées possible, crédibles et transparentes. C'est un engagement, il faudra que chacun joue sa partition. C'était un plaisir pour nous et un privilège de vous avoir sur notre plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Top 15 de ce jour est complètement terminé, mesdames et messieurs. Restez-nous fidèles car l'actualité reste en continu sur notre portail numérique www.iwebrdc.com. Quant à moi, je vous retrouve beaucoup plus prochainement avec la même dose des plaisirs. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb.